Et donc Bothème, disais-je, puisqu'on m'a demandé d'élaborer, d'initier une réflexion sur le concept de normes en matière de salubrité notamment. Et c'est bien volontiers que je me prête à l'exercice, surtout que j'ai une formation de philosophe à côté de celle de juriste, et donc je suis toujours content de pouvoir un peu piocher dans cette discipline pour mettre en perspective le matériau juridique. Et j'ai divisé mon exposé en 4 temps. Le premier, voir quelle est la vertu traditionnellement associée au concept de norme. Deuxième temps, voir les problèmes que peuvent poser ces normes pour une série de logements. Troisième temps, ce sera le temps principal, que faire alors face aux difficultés pour assouplir la norme. Et quatrième temps, d'élargir un petit peu le champ et de voir qu'il n'y a pas qu'en matière de salubrité qu'on peut y avoir des hiatus entre la norme et les projets sur le terrain. Donc là, j'investirai d'autres sphères que la salubrité. Voilà, en route. J'espère que le menu n'est pas trop indigeste. Vous me direz après. C'est parti. Premier temps, le concept de norme. Alors par la suite, je vais m'employer un petit peu le déconstruire, mais il faut commencer par poser tout d'abord les vertus qu'on lui prête. Et dans la matière du logement, comme dans d'autres, il est essentiel d'avoir des normes. Pourquoi? La fonction de la norme, d'une manière générale, c'est en quelque sorte de distordre la volonté des parties, ou en tout cas de l'encadrer. Je m'explique. Dans la matière du logement, comme dans d'autres, toute une série de relations sont basées sur le contrat. Or, le contrat est une figure faussement égalitaire, c'est-à-dire que sous couvert de libre consentement des parties, de consentement éclairé, etc., tout contrat dissimule quand même un rapport de force. Un rapport de force, ce qui veut dire qu'un des co-contractants a toujours un intérêt supérieur à ce que la transaction se fasse, et l'autre, il est dans une position de force. Il peut se permettre de ne pas conclure, ou il peut se permettre de choisir un autre candidat, et donc il n'y a rien à faire. La norme est là pour éviter aux co-contractants en position de supériorité d'abuser de celle-ci. Donc la norme met des garde-fous à la liberté contractuelle. Et en effet, s'il n'y avait que la volonté des parties, alors on serait forcé de valider des contrats de bail qui portent sur des taux dits, quand bien même le locataire serait d'accord de prendre location ce taux dit parce qu'il n'y a rien d'autre à portée de sa bourse. Et donc la norme empêche cet effet-là. Il faut voir si elle est respectée, mais en tout cas, elle a été élaborée pour empêcher qu'on puisse bafouer sa propre dignité humaine. On le sait, de manière générale, un logement dégradé a pour effet de démultiplier la pauvreté. Certes, on a un toit sur la tête, mais on a aussi une série de problèmes corollaires, des problèmes de santé, des problèmes d'expulsion, de placement des enfants, des problèmes d'absentéisme à l'école, etc. On ne va pas faire pleurer Margot, mais un logement disqualifié fonctionne comme un accélérateur de précarité. Donc, ce concept de norme doit être attaché au logement. Et d'ailleurs, la Constitution belge, lorsqu'elle a proclamé en 1994 le droit au logement, ce n'est pas le droit au logement tout court qu'elle a consacré, c'est le droit au logement décent. Et la Constitution aurait pu choisir un autre adjectif, droit au logement, par exemple, accessible financièrement, ou droit au logement adapté à un handicap, droit au logement inséré dans un environnement sain, droit au logement qui assure une certaine pérennité dans les lieux de sécurité d'occupation. Eh bien, tous ces adjectifs, la Constitution les a écartés pour retenir l'adjectif décent. Et c'est évidemment tout sauf anodin, c'est un parti pris qui se justifie de la manière suivante, parce qu'on veut faire de la qualité des lieux la vertu première et indissociable d'une habitation. Et donc en Belgique, à tout le moins, on peut parfaitement mettre en location un bien à un tarif tout à fait prohibitif, eu égard en tout cas à sa valeur objective. Rien n'empêche de demander des sommes folles pour loyer. On peut très bien proposer des baux de 1 mois, 15 jours. On peut très bien proposer des baux portant sur des biens situés à côté d'une décharge ou relents pestilentiels. Tout ça ne pose pas un problème aux yeux de la loi. Par contre, ce qui est formellement prohibé, c'est de mettre en location un bien insalubre. Et quand je dis
c'est prohibé de mettre en location un bien insalubre, c'est aussi, par voie de conséquence, prohibé pour le locataire d'accepter de prendre en location. Donc le locataire ne peut pas dire bah, écoutez, moi je ferme les yeux, finalement ça ne me concerne que moi-même, un mauvais état. Non, le locataire, en fait, en quelque sorte, est dépassé par cette question. La question de la salubrité va transcender son propre intérêt personnel. Pourquoi? Parce que c'est une question qui regarde la collectivité dans son ensemble. Pourquoi? Ben, je l'ai dit, les problèmes de santé sont souvent la conséquence d'un habitat dégradé. Ben, la sécurité, la sécurité sociale, va devoir payer ça. Les enfants sont placés, eh bien c'est la politique de l'enfance qui va devoir pourvoir à l'entretien de ces enfants, et donc le locataire ne peut pas dire ben non, ça ne me regarde que moi. Ça regarde en fait la société plus largement. Et du reste, le vocable décent est lui-même révélateur en fait. Initialement, le constituant lui avait préféré le terme de adéquat. C'était chacun a droit à un logement adéquat, mais cette formulation a été abandonnée, je cite, au motif que l'adjectif adéquat indique une relation entre le logement et le niveau de vie atteint par l'intéressé, tandis que l'adjectif décent vise la qualité du logement par rapport à une norme sociale plus générale. Et donc là, on voit tout de suite que se manifeste ici le souci de se déprendre d'une approche trop relativiste et ce souci de ne pas accepter des standards de qualité à géométrie variable, des standards qu'on modulerait en fonction, par exemple, de l'état de fortune de l'intéressé. Et donc la norme, par essence, est une. La norme doit être englobante, inclusive, et pour émanciper, parce que le droit a pour ambition d'émanciper, ben cette norme se doit de proposer un horizon qui puisse être commun à tous. On ne veut pas de logement à deux vitesses, on ne veut pas de sous-logement pour ces sous-hommes que seraient les démunis, on ne veut pas de normes au rabais pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des logements plus confortables, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le logement de transit et d'insertion, et je parle sous le contrôle évidemment de Paul Émile ici présent, ce n'est pas un hasard si ces logements-là sont aussi soumis aux mêmes normes que les logements classiques. Et tout ça m'évoque une petite anecdote au niveau de la norme qui ne doit pas être à géométrie variable, en théorie en tout cas. À Bruxelles, ben en Wallonie aussi, on a des normes relativement strictes sur le nombre de chambres individuelles dans le logement social. Au-delà d'un certain âge, les enfants doivent avoir leur chambre individuelle. Et du fait de la rigueur de ces normes, eh bien, il y a beaucoup de familles nombreuses qui attendent sur les listes d'attente longtemps, pendant qu'un logement multichambre se libère, et certains disent ben, c'est trop strict ces normes, il faut évidemment les assouplir, parce que dans le même temps, la famille nombreuse, eh bien, elle vit dans des conditions de salubrité qui sont encore moins bonnes que s'il devait, entre guillemets, s'entasser à plusieurs dans un logement social. Et donc, c'est le genre d'interrogation qui émerge. Et les tenants du logement social disent, et je trouve que l'argument est intéressant, même si ma religion n'est pas faite sur cette problématique, mais ils disent, ben, on s'est battu pendant des années pour ménager une certaine intimité pour les locataires. On s'est battu pour leur donner un espace de vie cohérent, suffisant. Et donc, commence toujours un intérêt supérieur à ce que la transaction se fasse. Et l'autre, eh bien, il est dans une position de force. Il peut se permettre de ne pas conclure, ou il peut se permettre de choisir un autre candidat. Et donc, il n'y a rien à faire. La norme est là pour éviter aux co-contractants de supériorité d'abuser de celle-ci. Donc, la norme met des garde-fous à la liberté contractuelle. Et en effet, s'il n'y avait que la volonté des parties, alors on serait forcé de valider des contrats de bail qui portent sur des taux dits, quand bien même le locataire serait d'accord de prendre location ce taux dit parce qu'il n'y a rien d'autre à portée de sa bourse. Et donc la norme empêche cet effet-là. Il faut voir si elle est respectée, mais en tout cas elle a été élaborée pour empêcher qu'on puisse bafouer sa propre dignité humaine. On le sait, de manière générale, un logement dégradé a pour effet de démultiplier la pauvreté. Certes, on a un toit sur la tête, mais on a aussi une série de problèmes corollaires, des problèmes de santé, des problèmes d'expulsion, de placement des enfants,
des problèmes d'absentéisme à l'école, etc. On ne va pas faire pleurer Margot, mais un logement disqualifié fonctionne comme un accélérateur de précarité. Donc, ce concept de norme doit être attaché au logement. Et d'ailleurs, la Constitution belge, lorsqu'elle a proclamé en 1994 le droit au logement, ce n'est pas le droit au logement tout court qu'elle a consacré, c'est le droit au logement décent. Et la Constitution aurait pu choisir un autre adjectif, droit au logement, par exemple, accessible financièrement, ou droit au logement adapté à un handicap, droit au logement inséré dans un environnement sain, droit au logement qui assure une certaine pérennité dans les lieux, une sécurité d'occupation. Eh bien, tous ces adjectifs, la Constitution l'adjectif décent. Et c'est évidemment tout sauf anodin, c'est un parti pris qui se justifie de la manière suivante, parce qu'on veut faire de la qualité des lieux la vertu première et indissociable d'une habitation. Et donc en Belgique, à tout le moins, on peut parfaitement mettre en location un bien à un tarif tout à fait prohibitif, eu égard en tout cas à sa valeur objective. Rien n'empêche de demander des sommes folles pour loyer. On peut très bien proposer des baux de 1 mois, 15 jours. On peut très bien proposer des baux portant sur des biens situés à côté d'une décharge ou relents pestilentiels. Tout ça ne pose pas un problème aux yeux de la loi. Par contre, ce qui est formellement prohibé, c'est de mettre en location un bien insalubre. Et quand je dis c'est prohibé de mettre en location un bien insalubre, c'est aussi, par voie de conséquence, prohibé pour le locataire d'accepter de prendre en location. Donc le locataire ne peut pas dire bah, écoutez, moi je ferme les yeux, et finalement ça ne me concerne que moi-même, un mauvais état. Non, le locataire, en fait, en quelque sorte, est dépassé par cette question. La question de la salubrité va transcender son propre intérêt personnel. Pourquoi? Parce que c'est une question qui regarde la collectivité dans son ensemble. Pourquoi? Ben, je l'ai dit, des problèmes de santé sont souvent la conséquence d'un habitat dégradé. Ben, la sécurité, la sécurité sociale, va devoir payer ça. Les enfants sont placés, eh bien là c'est la politique de l'enfance qui va devoir pourvoir à l'entretien de ses enfants, et donc le locataire ne peut pas dire ben non, ça ne me regarde que moi. Ça regarde en fait la société plus largement. Et du reste, le vocable décent est lui-même révélateur en fait. Initialement, le constituant lui avait préféré le terme de adéquat. C'était chacun a droit à un logement adéquat, mais cette formulation a été abandonnée, je cite, au motif que l'adjectif adéquat indique une relation entre le logement et le niveau de vie atteint par l'intéressé, tandis que l'adjectif décent vise la qualité du logement par rapport à une norme sociale plus générale. Et donc là, on voit tout de suite que se manifeste ici le souci de se déprendre d'une approche trop relativiste et ce souci de ne pas accepter des standards de qualité à géométrie variable, des standards qu'on modulerait en fonction, par exemple, de l'état de fortune de l'intéressé. Et donc la norme, par essence, est une. La norme doit être englobante, inclusive, et pour émanciper, parce que le droit a pour ambition d'émanciper, ben cette norme se doit de proposer un horizon qui puisse être commun à tous. On ne veut pas de logement à deux vitesses, on ne veut pas de sous-logement pour ces sous-hommes que seraient les démunis, on ne veut pas de normes au rabais pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir des logements plus confortables, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si le logement de transit et d'insertion, et je parle sous le contrôle évidemment de Paul Émile ici présent, ce n'est pas un hasard si ces logements-là sont aussi soumis aux mêmes normes que les logements classiques. Et tout ça m'évoque une petite anecdote au niveau de la norme qui ne doit pas être à géométrie variable, en théorie en tout cas. À Bruxelles, ben en Wallonie aussi, on a des normes relativement strictes sur le nombre de chambres individuelles dans le logement social. Au-delà d'un certain âge, les enfants doivent avoir leur chambre individuelle. Et du fait de la rigueur de ces normes, eh bien, il y a beaucoup de familles nombreuses qui attendent sur les listes d'attente longtemps, donc un logement multichambre se libère, et certains disent ben, c'est trop strict ces normes, il faut évidemment les assouplir, parce que dans le même temps, la famille nombreuse, eh bien, elle vit dans des conditions de salubrité qui sont encore moins bonnes que s'il devait, entre guillemets, s'entasser à plusieurs dans un logement social.
Et donc, c'est le genre d'interrogation qui émerge. Et les tenants du logement social disent, et je trouve que l'argument est intéressant, même si ma religion n'est pas faite sur cette problématique, mais ils disent, ben, on s'est battu pendant des années pour ménager une certaine intimité pour les locataires. On s'est battu pour leur donner un espace de vie cohérent, suffisant. Et donc, commencer à détricoter cette norme, ça nous fait peur. Et donc, c'est en effet une question qu'il faut se poser. Donc, les normes sont capitales pour le logement. Et d'ailleurs, les règles régionales de qualité sont coiffées du label d'ordre public. La jurisprudence s'est unanimement prononcée en ce sens. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que ces normes-là ont pour visée de concrétiser le droit au logement. Relisez l'article 2 du Code wallon du logement, c'est marqué tel quel. Et aussi parce que ces normes sont assorties, on le sait pas assez, de sanctions pénales. Donc, le bailleur qui met en location un bien qui contrevient aux règles régionales de salubrité encourt, le cas échéant, une amende, voire un emprisonnement. Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, ce n'est pas poursuivi. En tout cas, le parquet ne fait pas de cette lutte-là une priorité, raison pour laquelle la région wallonne a instauré parallèlement des amendes administratives. Donc, la mise en œuvre souffre aussi éventuellement de quelques retards, on en reparlera peut-être tantôt. Mais donc, ce sont des normes d'ordre public, ça veut dire que ça dépasse l'intérêt privé. Et quelles sont les conséquences du caractère d'ordre public? Eh bien, il y en a plusieurs. Ça veut dire que si vous allez en justice, vous locataires, vous allez en justice pour n'importe quel autre problème que la salubrité, problème, une obligation que le bailleur n'aurait pas remplie, quelle qu'elle soit, eh bien, puisque c'est une norme d'ordre public, le juge doit soulever cette question d'office. Il peut arrêter le débat et dire « Attention, je vois ici qu'il y a un problème d'ordre public, donc j'interviens d'office, même si on n'a pas saisi de cette question. » Autre conséquence, le locataire ne peut pas, comme on dit, couvrir la nullité. Il ne peut pas dire bah, « Écoutez, finalement, ça ne me dérange pas tant que ça. » Non, il ne peut pas le faire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et troisième type de conséquence, puisque c'est d'ordre public, le logement, enfin plutôt le contrat va être frappé d'annulation. C'est une mesure qui est forte, je ne vais pas trop rentrer dans l'état juridique, mais ça veut dire qu'on fait comme si le logement n'avait jamais existé, enfin comme si le bail n'avait jamais été conclu. On revient fictivement à la date de signature du contrat, puisque comme c'était contre l'ordre public, on ne va pas faire en sorte que ce bail pourrait éventuellement continuer moyennant dédommagement. Non, le bail ne pouvait pas être conclu, et donc on doit rendre tous les loyers aux locataires. Restitution intégrale de tous les loyers. En contrepartie, le locataire doit payer une indemnité d'occupation, puisqu'il a en quelque sorte habité ce logement gratuitement, puisqu'il a reçu sa loyer de retour, et cette indemnité d'occupation, généralement, est moins importante que les loyers reçus, puisque on va minorer cette indemnité en fonction de la perte de jouissance que le locataire a subie dans ce logement dégradé. Et donc financièrement, le locataire y gagne, sauf que ben voilà, son bail prend fin et il doit trouver à se reloger. Deuxième temps de mon exposé, les problèmes ou le problème posé de manière générale par le concept de norme. Une fois que j'ai souligné les vertus associées à la norme, ben, tout de suite il faut voir que, en tout cas en ce qui concerne la norme de salubrité, la réaction qu'on peut avoir à cet égard-là, c'est tiens, mais est-ce qu'on n'est pas quand même, ce faisant, en train d'imposer à des démunis des normes de riches? Et c'est une réflexion tout à fait traditionnelle, hein, et qui peut se justifier dans la mesure où les normes de qualité, de fait, atteignent un niveau assez élevé, toujours dans cette optique de fixer la barre aussi haut que possible pour tirer l'ensemble du secteur logement pour défavorisés compris, de le tirer vers le haut. Mais est-ce que de la sorte, alors, on n'exclut pas du secteur de la location les ménages plus défavorisés, puisque si un logement veut satisfaire à l'ensemble des prescrits de qualité, ben, fatalement son loyer va augmenter, puisque dans l'état de la législation actuelle, rien n'empêche le bailleur de répercuter dans le montant du loyer, ça dépend si c'est en cours de bail ou entre deux baux, mais rien n'empêche de manière générale de répercuter ces frais de rénovation
dans le loyer. Et comme il n'y a pas de mesure d'encadrement des loyers en Belgique, eh bien, on voit tout de suite l'effet pervers qui s'esquisse. Je ne vous apprends rien. Alors, sur un plan macroéconomique, ce n'est pas nécessairement choquant que le bailleur amortisse ses travaux en rehaussant le loyer. Il doit rentrer dans ses frais, mais on peut se demander, tiens, est-ce que le bien, le logement, a pour vocation d'être un bien d'investissement, avec un retour sur investissement, alors que le logement a pour fonction première d'abriter le cadre de vie plus intime d'un ménage. Voilà, question qu'on peut poser. Mais toujours à propos de ces normes de salubrité qui sont éventuellement trop élevées ou inadaptées, il y a un autre effet pervers qui est que on voit des autorités qui, en quelque sorte, jouent quand ça les arrange avec les normes de salubrité et les mobilisent lorsqu'il s'agit, sous couvert de réhabilitation urbaine, donc lorsqu'il s'agit de vider un quartier de sa population défavorisée et de lui substituer un public plus en fond. On le voit, ça se sait, un public meilleur contributeur fiscal en quelque sorte. Alors, il n'y a pas nécessairement une connivence entre propriétaires et pouvoir public, hein, mais toujours est-il que ça les arrange tous les deux. On a par exemple un arrêt assez emblématique du Conseil d'État, l'arrêt Rosier contre Ville de Dinan. La Ville de Dinan, il y a une dizaine d'années, avait pris un règlement qui rehaussait les règles de superficie minimale fixées par la région, rehaussé de manière significative, et cet arrêt a été cassé par le Conseil d'État, et en substance, la motivation était la suivante, qu'il n'appartient pas à une commune de jouer sur cette règle de la superficie minimale. Ça, c'est le domaine de la police du logement, et ce n'est pas la police de l'urbanisme, et ce faisant, alors, le bourgmestre avait dû révéler son intention peu avouable, qui était de réserver sur sa commune des ménages, familles nombreuses, qui payent des impôts, etc., étant entendu que les isolés, ceux qui prisent les petits logements, sont évidemment un public moins intéressant fiscalement pour une commune, et aussi ce sont des plus gros consommateurs d'aide sociale. Et donc, voilà un exemple pris parmi beaucoup d'autres. Et donc, il y a une série de risques liés à ces normes, ça, on ne va pas s'en cacher. Ces risques ne sont pas à minimiser, mais il ne faut pas non plus leur faire dire ce qu'ils ne disent pas, c'est-à-dire, il ne faut pas nécessairement conclure à l'obligation de revoir les normes à la baisse, de manière générale, en disant, il y a des problèmes, donc il faut absolument être moins strict. Ça, je crois qu'il faut se garder d'un message un peu simpliste comme celui-là. On enverrait un signal assez désastreux à tous les candidats marchands de sommeil. Alors, que peut-on faire? Et là, on rentre dans le troisième temps de mon exposé, qui sera le principal. Que peut-on faire pour prendre des voies médianes, des voies plus subtiles en quelque sorte? Tout d'abord, en amont, on peut se dire, on sait qu'il existe toute une série de primes au bénéfice des bailleurs, mais on pourrait peut-être mettre plus l'accent sur les primes au bénéfice des locataires. Quand je dis prime réhabilitation, j'entends. Prime pour les locataires. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que si c'est le locataire qui est à la manœuvre, le bailleur sera moins enclin à rehausser le loyer pour amortir ses frais, puisque frais il n'y aura pas dans son chef. Et par ailleurs, dans une optique d'appropriation de l'habitat, il est bon que le locataire puisse mettre la main à la pâte, puisse configurer le logement à son image. C'est en tout cas la garantie d'une meilleure appropriation et d'un maintien dans les lieux plus pérenne. Alors cette prime à la réhabilitation en faveur des locataires, en fait, existe déjà en région wallonne, mais elle est liée au bail dit de rénovation qui est en vigueur au niveau fédéral. Au niveau fédéral, on a la possibilité pour le locataire de prendre un logement qui ne répond pas aux règles de salubrité, pour peu que le locataire, alors,
remettre à niveau le bien contre une ristourne de loyer. Et la prime réhabilitation pour les locataires en Wallonie est sous-exploitée, malheureusement. Pourquoi? Parce que le bail à rénovation lui-même est sous-exploité. Alors que c'est un mécanisme, comme disait le manager, win-win, tout le monde y gagne. Le bailleur n'a peut-être pas les moyens de rénover. Le locataire, lui, a un savoir-faire. Et il ne demanderait pas mieux que contre un loyer moins élevé, de pouvoir le mettre en pratique. Et malheureusement, ce bail réno, pour une série de raisons dont on peut éventuellement parler plus tard, mais ne marche pas au niveau fédéral. Deuxième chose à faire, et ça c'est vraiment le cœur de ce que j'ai dit, c'est introduire une souplesse raisonnée dans les normes, une souplesse bien comprise, et ça peut se faire à 7 niveaux différents. Premier niveau, au niveau du type de calcul. Je m'explique. Une série de normes se calcule de manière chiffrée. Il faut X mètres de hauteur sous plafond, il faut X centimètres carrés, en quelque sorte, d'éclairage naturel. Et ça peut conduire à des situations un peu absurdes. Je reprends l'exemple de l'éclairage naturel, où un logement qui a une fenêtre de la bonne taille, mais qui est face à un mur aveugle 1 mètre plus loin, eh bien ce logement, il passe le test sans problème, alors qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, ou un logement dans une cour, tandis qu'un autre logement avec une fenêtre un chouïa trop petite, mais qui donne, comme ici, sur un champ dégagé, eh bien, là, cette fenêtre ne passerait pas le cap, ce logement ne passerait pas le cap. Il y a quelque chose d'absurde, parce qu'il y aura sûrement plus de luminosité dans le second logement, et donc peut-être se dire qu'au-delà des chiffres, il faut aussi concevoir les normes de qualité comme des assignations d'objectifs, comme on dit, c'est-à-dire que chaque catégorie de régularité doit permettre de remplir un objectif, et cet objectif est formulé de manière générale, et il est rempli dans tous les cas si les chiffres, eux, sont remplis. Mais il pourrait être rempli par d'autres voies. C'est une manière de faire qui a été... qui existe dans d'autres pays, en Norvège par exemple, ou en Suisse, et qui a été adoptée dans une certaine mesure aussi par le législateur bruxellois. Pour l'éclairage naturel, maintenant, il dit que l'éclairage naturel doit être tel qu'il ne faut pas recourir en permanence à l'éclairage artificiel. Alors évidemment, c'est un peu tautologique, c'est le chien qui se mord la queue, mais ça donne une marge d'appréciation à l'administration. Et la loi bruxelloise dit... Mais dans tous les cas, si la fenêtre fait 1/12e de la superficie au sol, alors on peut considérer il faut considérer que le logement a rempli cette condition-là. Donc voilà, premier exemple de souplesse qu'on peut avoir sur le calcul. Deuxième type de calcul, sur le contenu même des normes. On peut introduire de la dérogation. Et là, il faut bien dire que la région wallonne, dans son nouvel arrêté du 30 août 2007, a fait droit à cette nécessité de dérogation. On a des dérogations pour les hauteurs sous plafond dans les logements à diviser, par exemple, parce que on ne va pas artificiellement écarter le plafond, le surélever, ça c'est pas possible, donc on peut avoir une dérogation dans ce cadre-là, par exemple. On a des dérogations aussi au niveau de la superficie minimale pour les logements étudiants, pour les largeurs de façade, pour les surpeuplements. Toujours dit la réglementation, si l'agencement des volumes et des dégagements permet une occupation satisfaisante. Donc on se déprend un peu des chiffres pour voir l'objectif général. Donc, bon exemple de bonne pratique ici sur ces dérogations. Troisième niveau de souplesse, et ça concerne toutes les normes, en tout cas dans les logements existants, c'est sur l'ampleur des travaux. Donc la nouvelle réglementation dit que si les manquements sont de minime importance et que dans le même temps faire des travaux pour résorber ces manquements, ça s'avérerait disproportionné par rapport à l'objectif, alors l'administration peut accorder une dérogation. Et c'est en quelque sorte un gros progrès, puisque avant l'administration agissait de manière humaine malgré tout, donc on ne fermait pas pour des broutilles,
des dérogations se donnaient, mais une certaine opacité régnait. Et ici, on objectivise la dérogation, même si tout n'est pas encore chiffré là-dedans. C'est normal, il faut laisser un pouvoir d'appréciation à l'administration. En tout cas, ici, les critères sont rendus publics. Quatrième type de souplesse, c'est tout simplement dissocier les logements neufs des logements existants. On ne demande pas la même chose aux uns ou aux autres, avec évidemment un surcroît de sévérité pour les logements neufs. Cinquième type de souplesse, c'est pour le logement collectif. Et quand je dis souplesse, ce n'est pas tout à fait le mot, parce qu'on voit que les règles afférentes au logement collectif sont souvent plus sévères. Il faut, par exemple, un point d'eau potable dans chaque pièce à usage individuel. Il faut une douche avec eau chaude dans chaque logement collectif. Donc, ce sont tous des critères qui ne sont pas prévus pour les logements individuels. Donc on pourrait dire, tiens, mais à quel jeu on joue, c'est plus sévère. Oui, mais alors le législateur se justifie en disant, on voulait justement par là éviter les découpes abusives d'immeubles à appartements en micro-logements collectifs qui ne ressemblent plus à rien. Et donc, voilà, c'est une manière d'écarter cette tentation. Évidemment, on peut se demander si par là, on ne dissuade quand même pas trop le logement collectif ou l'habitat groupé. Ce à quoi alors l'administration répond, oui, mais on peut quand même donner des dérogations au cas par cas, si on nous montre que c'est un vrai habitat groupé avec un projet. C'est vrai, mais le texte ne le dit pas. Il y a des dérogations pour d'autres types de normes, et là, il n'y en a pas. Alors peut-être qu'il faudrait aussi les rendre plus transparentes. Une évolution très notable est à souligner, malgré tout, c'est le fait qu'un logement collectif puisse être soit considéré comme un logement individuel, si on a dedans moins de 5 personnes majeures, liées par un seul contrat de bail. Et donc, alors dans ce cadre-là, c'est un logement individuel qui répond aux normes des logements individuels et qui échappe à la procédure spécifique afférente au logement collectif, c'est-à-dire le permis de location. Le permis de location, à la fois, il faut respecter des normes supplémentaires, et elles peuvent être gratinées, hein, c'est toutes les règles communales en matière de salubrité, les règles en matière d'incendie, vie privée, inviolabilité de domicile, plus le respect des règles urbanistiques, ce qui n'est pas rien, le respect des règles urbanistiques. En quelque sorte, on instrumentalise la politique du logement pour lutter contre les découpes non autorisées, mais ça pose problème pour la mise sur le marché de nouveaux petits logements, puisque ça veut dire qu'à la base, à l'origine, ils ont dû être conçus dans le respect des règles urbanistiques, et on sait que c'est très loin d'être tout le temps le cas. Donc, il y a une difficulté à laquelle la dérogation dont j'ai parlé sur les 5 personnes majeures maximum, un seul contrat de bail, etc., permet d'échapper. Alors, 6e niveau de souplesse, on peut avoir la souplesse dans l'interprétation des normes. Exemple, la réglementation wallonne dit il faut une toilette avec chasse. Problème, maintenant on fait des toilettes sèches. Et un jour, la question a été posée à un représentant de l'administration et qui dit mais oui, pas de problème. Il faut viser l'esprit plutôt que la lettre. Donc voilà, il faut aussi une certaine souplesse à ce niveau-là. Et dernier niveau de souplesse, c'est évidemment il faut des normes évolutives. Des normes évolutives parce que la société elle-même évolue. Les normes n'ont pas à être figées à l'époque de leur adoption. Et ça peut prendre 4 voies différentes. Dire que la société évolue, la première manifestation, c'est qu'on a des innovations technologiques. Les standards de qualité évoluent, et c'est évidemment heureux, et donc il n'y a pas de raison que les habitants de demain ne puissent pas profiter de ces avancées technologiques. Toute la politique du logement est sous-tendue par cette exigence fondatrice d'améliorer continuellement les conditions d'habitat, et on trouverait scandaleux aujourd'hui de loger dans un habitat qui ne fait pas davantage que respecter les normes du 19e siècle, et donc
En même temps que les standards de qualité, le seuil d'acceptation, de tolérance évolue aussi, ou en d'autres termes, le seuil de réprobation sociale est plus vite atteint. Deuxième signification de l'évolution de la société, on a des nouvelles prises de conscience sociale ou politique. Exemple, en 2007, on a rajouté dans la réglementation wallonne tout ce qui concerne la pollution intérieure, la santé, parce que tout d'un coup, ça s'était imposé à l'agenda des politiques et c'est heureux. Et donc maintenant, il y a des normes en termes de CO, de moisissure, de plomb, etc. Autre exemple, maintenant, on réfléchit à l'introduction de normes énergétiques. On parle beaucoup de précarité énergétique. Eh bien, voilà de nouvelles manifestations. Les indignations sociales ne sont pas les mêmes maintenant qu'avant et tout ça va se répercuter dans le norme. Troisième niveau de souplesse pour les normes, tout simplement, les normes doivent aussi répercuter des nouveaux comportements sociaux, des nouvelles habitudes. Exemple, c'est un exemple tout bête, en 2007, on a rajouté dans les normes la notion de mezzanine. On s'est rendu compte que la mezzanine était de plus en plus occupée, faisait partie intégrante du logement. Et je ne rentre pas dans les détails, mais on a créé des normes propres aux mezzanines et qui sont plutôt favorables à la mezzanine. La superficie peut être comprise dans celle du logement en général. Autre exemple, le logement étudiant. En 2007, il n'y avait rien dans les normes là-dessus. Maintenant, on a compris que c'était un enjeu important et donc il y a une série de règles plus souples pour les logements étudiants. Et quatrième type d'évolution, c'est tout simplement une meilleure perception de la congruence, excusez-moi pour ce terme jargonnant, mais pour la pertinence des normes par rapport à la réalité de terrain. Lorsqu'on fait des normes, il y a toujours quelque chose de l'ordre du pari. On se dit, on espère que ça va coller plus ou moins, que ce ne sera pas trop sévère, pas trop, entre guillemets, laxiste. Et par exemple, en 2007, quand on a pris le nouvel arrêté, on a réduit les normes de hauteur sous plafond. On a rendu moins strict les normes concernant la raideur de l'escalier, parce qu'on s'est rendu compte sur le terrain qu'il y avait un trop grand nombre de bâtiments qui ne pouvaient pas correspondre à ces règles-là. Et donc, on a adapté la règle à la réalité. C'est important, il y a une espèce de va-et-vient qui s'opère entre la loi et le fait. Alors évidemment, il faut trouver un juste milieu. On ne peut pas dire que la loi doit refléter le fait plus ou moins simplement. Non, la loi doit proposer quelque chose de plus ambitieux, mais elle ne peut pas non plus être en total décalage par rapport à la réalité. Et ça peut aller dans les deux sens. En 2007, on s'est aussi rendu compte, par exemple, que la hauteur des garde-corps n'était pas suffisante pour prévenir les accidents et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc on voit que cette évolution ne veut pas dire renforcement systématique de la sévérité. Il n'y a pas de linéarité. Non, il y a quelque chose de plus subtil, évidemment. Et par exemple, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que la superficie moyenne des logements reflue. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on est dans un mouvement descendant, alors que cette taille a toujours augmenté. Maintenant, elle est en régression. Pourquoi? Parce que la taille des ménages elle-même est en régression, parce que, pour des raisons de rentabilité, on subdivise de plus en plus les unifamiliales, parce que la population augmente, le nombre de ménages augmente, Wallonie comme à Bruxelles. Et donc, une question que l'appareil de normes devra affronter un jour, c'est est-ce qu'on va revoir les règles de superficie, étant entendu que la réalité change? Est-ce qu'un jour on aura non plus 15 mètres carrés minimum, mais 10 mètres carrés par exemple, etc. Donc ces normes doivent évoluer. D'ailleurs, dire salubrité, c'est déjà en soi obsolète. Salubrité, c'est un terme qui renvoie à la notion de santé, à ce qui est sain. Ça renvoie aux politiques hygiénistes d'il y a plusieurs décennies où il fallait reconstruire des logements à partir de rien, sinon les infections consécutives à la guerre allaient se proliférer. On n'est plus tellement dans ce cadre-là. Et donc il faut réfléchir à ça aussi. Alors, donc, il faut avoir une approche raisonnée et subtile. De toute façon, les pouvoirs publics, ils n'ont pas intérêt à, en quelque sorte, jouer les Rambo, jouer aux apprentis sorciers, parce que les normes qu'ils élaborent, ils devront les appliquer à leur propre logement. Et là, il n'y a pas d'avance, dirait ma belle-mère de Tulin.
il faut évidemment, donc ça dissuade de vouloir jouer aux apprentis sorciers. Et on sait bien que le parc social ne peut pas couvrir tous les besoins, donc le parc privé joue aussi le rôle de parc social de fait, et donc avec des normes appropriées, exagérées, mais il ne s'agit pas d'amputer ce parc privé de précieuses unités de logement. Donc on marche vraiment sur des œufs. Et ça c'est vraiment le but de cette politique de dérogation, d'assouplissement. On ne veut pas fermer des logements qui ne contreviennent peut-être pas tout à fait scrupuleusement, qui respectent peut-être pas scrupuleusement l'ensemble des normes, mais qui n'en restent pas moins globalement habitables, sans danger sur la sécurité, la santé. Et donc, on n'a pas envie, en quelque sorte, d'interdire la location des logements pour des défauts inessentiels. Donc là, il y a une marge de manœuvre, mais c'est une marge de manœuvre qui ne vaut que pour les logements existants. Ça, c'est important de voir. Les normes sont postérieures au logement, donc c'est normal qu'elles doivent un peu s'adapter au logement. Mais pour les logements neufs, là, il n'y a plus de marge de manœuvre, en tout cas il y en a beaucoup moins, et c'est normal puisque là les constructeurs sont prévenus à l'avance des normes à respecter, et donc en quelque sorte il n'y a pas d'excuses. Alors, toujours dans ce cas de la transparence, de la dérogation, etc. La dérogation c'est très bien, mais il reste toujours une petite zone d'ombre quand l'administration donnera la dérogation, quand elle ne la donnera pas. Et j'ai envie alors de parler dans ce cadre-là du permis à point flamand, un tout autre registre d'action où là, on a affecté à chaque défaut un nombre de points en fonction de sa gravité, et la fermeture du logement se décide eh bien, tout simplement quand le nombre de points de pénalité dépasse 18. Et donc là, c'est un système à la fois plus souple et tout à fait transparent, qui mérite d'être étudié. Et par exemple, c'est un système qui pourrait alors donner droit à des normes énergétiques. On ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec les normes énergétiques. Tout le monde dit que c'est important, mais si on les met noir sur blanc dans les normes, eh bien on devra fermer des logements qui sont peut-être tout à fait habitables, mais simplement ils sont mal isolés. Est-ce qu'on peut le faire ou non? La réforme du Code wallon du logement essaye d'avoir une position médiane là-dedans, mais peut-être que Paul Émile en dira un mot, etc. Mais si on avait demain un permis à points, on pourrait faire des normes énergétiques des normes à part entière, mais les affecter d'un nombre limité de points pour marquer le coup, mais sans qu'on leur affecte un poids trop lourd qui aboutirait à la fermeture du logement. Et alors, pour terminer, ce qu'il faut faire aussi, c'est réduire la complexité des normes. Ça, c'est très important. Alors, ça veut dire quoi la complexité? Tout d'abord, améliorer le vocabulaire. Dans l'arrêté norme, on parle de giron, on parle de B. Je ne sais pas si tout le monde sait ce dont il s'agit. Par ailleurs, des normes, il y en a à tous les niveaux de pouvoir, fédéral, régional, communal, qu'il faut utiliser, respecter simultanément. Même au sein du même niveau de pouvoir, il n'y a pas toujours de la cohérence. Par exemple, à Bruxelles, les normes ADIL, vos ADEL, ne sont pas les mêmes que les normes du Code du logement. C'est un casse-tête. Par ailleurs, à Bruxelles toujours, c'est au locataire, au propriétaire lui-même à évaluer si son bien répond aux normes de salubrité ou pas. Il doit faire une déclaration sur l'honneur pour attester de la qualité du bien, et donc il a un questionnaire de 15 pages où on lui demande par exemple si la ventilation dans les pièces est bien de 75 mètres cubes par heure. Bonne chance pour répondre à ça tout seul. Et donc il y a toute une série de mesures à prendre pour améliorer la lisibilité, et justement on est à l'aube d'une petite révolution, c'est-à-dire la régionalisation du bail. Demain, ou après-demain, en tout cas maintenant on peut dire demain, depuis quelques semaines, eh bien, les régions seront compétentes pour le bail. Ça veut dire que non seulement elles pourront modifier des règles de fond, faut-il un loyer encadré, diminuer la garantie locative, etc., mais elles devront aussi travailler les normes fédérales de qualité. Et là il y a deux options, soit
on fait un copier-coller des normes régionales, ça a du sens, hein, comme ça on est cohérent, et les normes fédérales ont été prises justement à un but, dans un niveau élémentaire pour ne pas contrecarrer la politique de la région en la matière qui est prépondérante entre guillemets. Mais si on fait ça, alors on va faire en quelque sorte dans le bronze du droit civil une série de normes relativement élevées, avec des sanctions de droit civil cette fois-ci. De l'autre côté, si on décide d'avoir un autre type de normes, alors c'est reparti pour la complexité. Donc voilà une belle question qu'il faudra affronter rapidement. Et donc des normes qui posent problème, on en trouve pour toute une série d'habitats alternatifs. On a parlé des logements collectifs, il y en a aussi pour l'habitat permanent, évidemment. Les logements des gens du voyage, vous avez eu l'expérience ce matin, là, on a aussi des gros problèmes. Mais là, à la base, la caravane n'est même pas considérée comme un logement, puisqu'elle est logement, ce qui est structurellement destiné à l'habitation. Et un habitat mobile peut ne pas être structurellement destiné à l'habitation. Bon, il y a une appréciation qui peut se faire. Donc parfois, ce n'est pas uniquement les normes qui sont inadaptées, c'est l'existence même de ce type d'habitat qui n'est pas reconnu par la réglementation, ce qui peut évidemment poser problème. En Flandre, ils ont considéré que l'habitat mobile, la roulotte, était un logement et donc avait droit à une série d'aides au logement, avec, alors le contre-coup, c'est que les normes de salubrité s'appliquent aussi à ce logement sans qu'il y ait des aménagements qui sont faits. Tous les logements d'autoconstruction sont susceptibles d'entrer en confrontation avec ces normes, et là il y a une vraie incompatibilité foncière à la base, c'est que ces normes souvent ont été rédigées ou inspirées par les professionnels eux-mêmes. J'allais dire quel mal au truc, il n'a pas éteint son téléphone, c'est moi. Et un bête exemple, hein, la réglementation bruxelloise sur les détecteurs incendie est un honnête copier-coller des modes d'emploi, des modes d'utilisation, des appareils de détection qui sont mis sur le marché, donc là on ne s'est pas foulé. Donc c'est quasi impossible pour un usager de pouvoir faire sien ces normes qui ont été, sinon rédigées, en tout cas inspirées par des professionnels, par des techniciens. Même chose pour le squat. Le squat, tout le monde s'accorde à lui reconnaître une série de vertus, mais problème aussi avec la salubrité des biens. La solution qu'on trouve, c'est de dire, on ne va pas passer un bail avec les squatteurs, mais une convention d'occupation précaire, ce qui affranchit des règles liées aux normes des logements. Mais il faudrait peut-être trouver quelque chose de plus porteur et de plus structurel, mais aussi une série de difficultés. Alors il n'y a pas que les normes en matière de salubrité qui sont éventuellement en hiatus. On a aussi toutes les règles sur la domiciliation qui ne sont pas adaptées aux gens du voyage, au logement en péniche. On a toutes les règles sur les allocations sociales qui ne sont pas adaptées au logement groupé. On a beaucoup d'autres choses, mais pour terminer, il y a quelque part comme un paradoxe. On dit que la loi est inadaptée parce qu'elle n'a pas pris en compte ce cas particulier-là, mais d'un autre côté, on cherche à renormer ces habitats, à dire il faut les inscrire dans un autre type de norme, et quelque part c'est paradoxal, on dit il faut s'échapper de la norme, mais il faut remettre après une norme par-dessus. C'est pas évident à gérer les deux en même temps, parce que si on surcode, si on surnorme l'habitat alternatif, eh bien on risque de le tuer. Ça c'est clair que l'habitat alternatif naît toujours de l'interstice de la loi, et donc il faut éviter de pas tuer la poule aux œufs d'or, mais en tout cas il faut se laisser un certain marge, une friche pour que puisse éclore demain une série d'habitats alternatifs qui seront peut-être la norme d'après-demain. Les AIS, je vous le rappelle, étaient à la base
des initiatives purement privées qui ont été, a posteriori, reconnues et encadrées par les pouvoirs publics. Et elles sont érigées maintenant comme un élément tout à fait moteur de la politique du logement. Donc, le droit peut étouffer, mais le droit peut donner des subsides récurrents, peut encadrer et peut aussi assurer la diffusion du modèle. Je vous remercie pour votre attention. De fixité, c'est pas pour rien que au 19e, seuls ceux qui payaient le sens pouvaient voter, donc les propriétaires terriens. C'était vraiment une manière de récompenser le lien, l'ancrage à la terre. Et la norme à la fois doit parvenir à faire droit à cette diversité, et la diversité, elle est vraiment là. Les sans-abri ne veulent pas tous entrer dans un logement, ils ne veulent pas tous entrer dans un logement individuel en tout cas. S'ils sont dans un logement, ils sont rattrapés par les huissiers. Donc voilà, il n'y a pas une espèce d'envie commune, un modèle unique. Donc la norme doit respecter cette subtilité-là, mais d'un autre côté, ça c'est ma conviction profonde, on ne peut pas faire société en multipliant les appareils de normes différents à usage différencié, des normes pour les seniors, des normes pour les jeunes, des normes pour les sans-abri, des normes. Donc, je crois qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès inverse, parce qu'à un moment donné, la ségrégation n'est plus très loin, et il faut parvenir à garder un minimum de cohésion sociale et de mixité là-dedans. Alors, sur la liberté, le rapport entre la liberté et la norme, mais la liberté, c'est un bel exemple. La liberté, c'est l'inverse du laisser-faire. On croit parfois, ben oui, la liberté, c'est faire ce que vous voulez. Non, la liberté, c'est, on vous donne les moyens de faire ce que vous voulez, on ne vous pénalise pas. Donc la liberté, pour vraiment s'exercer, doit être soigneusement encadrée, reconnue par les pouvoirs publics. Et si les pouvoirs publics disent, allez-y, faites comme vous voulez, souvent ça cache des contre-coups, des surprises désagréables un peu plus tard. Et alors, sur l'habitat alternatif, peut-être qu'on aurait dû commencer par là. Faut-il des habitats alternatifs? Est-ce que c'est souhaitable? Au fond, on le pose toujours comme un axiome, un postulat qui n'est pas discuté. Et c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, mais est-ce que c'est vraiment souhaitable? Parce que quand on interroge les personnes précarisées, elles aspirent quand même à être comme tout le monde. Je schématise. C'est de dire, finalement, moi j'ai envie de devenir invisible, de ne plus subir le regard stigmatisant ou paternaliste au choix. J'ai envie un peu de me fondre dans une masse. Donc est-ce qu'il faut des habitats alternatifs? Je crois quand même que oui, évidemment. Pourquoi? D'abord parce que ce qui ressemble parfois à une aspiration commune à être comme tout le monde, ça cache aussi une pauvreté des représentations mentales. C'est parce qu'une série de personnes ne connaissent rien d'autre que le logement dur, le logement individuel ou le logement ceci, cela, mais dès lors qu'on fait une œuvre pédagogique en expliquant des types alternatifs, là on sent tout de suite un intérêt qui peut s'éveiller. Donc il faut déconstruire cette pauvreté des projections mentales. Par ailleurs, on sait bien que les logements publics ne pourront pas absorber toute la demande, ça c'est très clair, surtout que cette demande est en augmentation. Et donc, il n'y a pas d'autre choix en quelque sorte de valoriser l'innovation sociale, peut-être pas à n'importe quel prix, mais l'innovation sociale, c'est vraiment pas le supplétif, ça je n'aime pas, mais en tout cas l'adjuvant ou l'aiguillon de l'acteur public. Et donc, si on ne capitalise pas là-dessus, ça c'est clair qu'on va laisser à eux-mêmes une série de personnes qui, pour l'instant, trouvent à se loger dans des structures non traditionnelles. Et donc, je crois qu'on n'a pas le choix que et c'est heureux, que de faire le pari de cette innovation sociale. Question? C'était plutôt une réflexion qui allait dans le même sens. Donc pas de multiplication à outrance de la norme, etc. Ça je comprends bien. Mais il y a quand même une disparité énorme entre tout ce qu'on met en location
et puis ce qu'on a en propriété. Et donc par exemple, je pense au niveau des campings, pas de sous-logement pour des sous-hommes, mais n'empêche que si on est propriétaire d'un terrain et qu'on y met un chalet et qu'une fois à la retraite ou même pas à la retraite, on y passe, on s'y domicilie et on y passe tout son temps, là ça ira. Et on pourra dire, ah c'est chouette, on a même une maison entourée d'un beau jardin et dans un espace vert. Alors, c'est une bonne question. Et en théorie, il n'y a pas de poids de mesure, parce que les normes de salubrité s'appliquent non seulement au logement locatif, mais aussi au logement occupé par leurs propriétaires. On ne le sait pas assez, mais elles s'appliquent à tous les logements, quel que soit le statut de l'occupant. Alors, il est évident que l'administration ne fait pas de la lutte contre l'insécurité dans les logements occupés par le propriétaire une priorité, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de plainte qui émane de ces logements-là, si je puis dire, mais il y a quand même quelques dizaines de cas qu'on peut recenser. Et l'idée là était de ne pas donner des sous-normes pour les locataires. Mais donc on a parfois des propriétaires sanctionnés, propriétaires occupants sanctionnés. Ça peut faire sourire, mais dans un cas, ça peut être quand même utile. C'est le fameux syndrome de Diogène, quand quelqu'un, propriétaire, a des troubles mentaux, commence à accumuler un fatras chez lui, foyer d'infection, etc. Ben, ça peut être intéressant de se souvenir que les normes sont également d'application pour les propriétés, en théorie.